Bon, bonsoir tout le monde. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Piternelle Verschuren et j'ai rejoint Oraina, juillet de l'année dernière. Donc maintenant ça fait presque un an, dans quelques mois ça ferait un an et je suis animatrice de réseau avec l'association. Donc je suis moi-même pas experte en lépidoptérie, je suis plus ici pour, essayer d'utiliser tous vos cerveaux à tous les experts. Je vais Tu peux autoriser les gens au fur et à mesure qu'ils rentrent, David? Ouais, 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 je le fais, ouais, Merci. t'inquiète. Et après moi, c'est David, donc président d'Orena, qui va prendre la parole. Et après, ça va être Philippe Persuis, donc validateur extraordinaire, avec plus de 250 000 validations déjà faites sur Artemisiae. Et combien de BP? Et l'idée de ce webinaire, c'est de former des nouveaux validateurs ou des personnes qui s'intéressent potentiellement à devenir validateurs sur Artemisiae, donc sur notre portail. Et aussi de présenter donc aux nouveaux et de créer un peu une culture commune à tout le monde qui valide déjà, pour qu'on soit sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, qu'on sache tous comment faire. Et ceci, on le fait face à une croissance, d'observation qu'il y a sur Artemisiae en ce moment, enfin en ce moment depuis plusieurs années, et on a besoin maintenant de renforcer l'équipe pour que, on puisse suivre, à cette demande. Alors pour commencer, on va vous présenter le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement, le contexte qui nous pousse à créer cette première formation à la validation sur Artemisiae. Pour commencer, on a une croissance rapide du nombre d'observations qui sont mises sur le portail Artemisiae. Donc avant 2021, on avait 24 000 données annuelles et on est à plus de 150 000 depuis 2022. Donc c'est une croissance vraiment exponentielle et c'est super. On est très content qu'on a de plus en plus d'observations, mais on souhaite quand même garder une très bonne qualité des données. Et un tiers des saisies nécessitent une validation manuelle. Donc on va parler plus tard des différents types de validation, mais on a quand même un grand nombre qui demandent une validation par une personne derrière l'écran pour garder une bonne qualité. La saisonnalité est très marquée dans les observations, donc c'est des lépidoptères, donc entre les semaines 18 et 30, dans la période où nous nous trouvons actuellement, on a de plus en plus d'observations, ce qui veut dire qu'on a un surcharge de travail à certaines périodes de l'année comparé à d'autres. Donc ceci est la période où l'équipe est poussée à bout et une raison dans laquelle on cherche à augmenter la taille de l'équipe. La dernière partie du contexte à expliquer, c'est qu'Orena, dans la communauté, représente les experts en lépidoptérie. Et donc la qualité de nos données et l'expertise qu'on met derrière nous permet de garder une crédibilité au sein de la communauté naturaliste et au sein de la communauté naturaliste. Alors l'implication bénévole actuelle est très très importante. On a un demi-million de données validées sur le portail par des validateurs depuis 2018, et ceci c'est pour les validations qui sont des validations ajoutées par les contributeurs, par les observateurs, et qui demandent une validation manuelle. La validation est faite de manière qualitative, c'est-à-dire qu'il y a des échanges entre validateurs derrière les coulisses, donc ils se parlent entre eux sur les différents taxons pour être sûr, avant de valider une donnée, qu'on parle bien du bon taxon. Donc on a quasiment 12 500 échanges entre validateurs sur 1750 taxons, et en plus de cela, il y a des messages échangés entre les validateurs et les observateurs. Presque 60 000 messages échangés. Et ceci, c'est pour poser des questions ou plus de détails sur une observation, par exemple. Donc vous voyez, c'est un travail énorme qui a déjà tout fait bénévolement et dont plus du 2 tiers sont faits par 5 personnes actuellement.
Avant de continuer, je souhaite parler brièvement des missions d'Artemisae, donc notre portail qui est en existence depuis 2027, a 4 grandes missions. La première, c'est la diffusion d'informations. Ceci est fait par l'intermédiaire des fiches espèces pour détailler pour chaque espèce de lépidoptère en France métropolitaine. Donc là, j'ai mis un exemple sur l'écran. Ça nous donne une vue générale sur la distribution, la taxonomie, sur qu'est-ce que nous avons comme photo, comme information, sur plantes hôtes et beaucoup d'autres informations. Donc, la majorité d'informations possibles est utilisable pour les lépidoptéristes experts, expérimentés et débutants. La deuxième mission est de permettre une plateforme de saisie de données pour les observations de terrain ou des importations historiques à partir de bibliographies ou de données d'autrui. Donc voilà un exemple d'observation qui donne donc le lieu de collecte et une photo si possible avec l'identification. La troisième mission est la validation de données. Donc ceci repose et rentre dans le contexte de qualité de données. Donc on veut que nos données soient de qualité. On va parler un peu plus de l'importance de la validation dans le diapositive suivant. Mais le système, brièvement, se fait en 3 niveaux pour chaque taxon. Soit c'est une espèce liée validée dès la saisie, une espèce qui peut être validée par des filtres informatiques, ou bien une validation manuelle. Donc pourquoi on fait cette formation aujourd'hui? Et ensuite 6 niveaux de validité qui suivent les mêmes niveaux que le SIMP. Donc certains probables, douteux, invalides, non réalisés ou non évalués. La dernière mission, très brièvement, c'est un lieu pour indexer les références bibliographiques. Donc, on en a plus de 200 000 déjà sur le site. Et on souhaite continuer à augmenter cela. Pourquoi la validation est importante? Donc, il y a 4 grands points. La première est la fiabilité scientifique. Chaque erreur qui se trouve sur les observations que nous avons peut impacter les recherches, et ceci parce que les données qu'on a sont ouvertes à utilisation. On les partage avec des scientifiques, avec des institutions qui peuvent s'en servir pour des recherches scientifiques ou bien pour d'autres questionnements de conservation, par exemple. Récemment, on a été contacté par une doctorante du laboratoire d'écologie alpine à l'université de Grenoble, Flora Lambert-Auger, désolée si je prononce bien son prénom, qui travaille sur des modèles de distribution de Parnassus Apollo à l'échelle de la France, et elle cherche à quantifier les habitats favorables par massif pour mieux caractériser l'habitat. Donc, par exemple, elle nous avait demandé un export de toutes les données qu'on avait sur Parnassus Apollo. On a aussi été contacté par des stagiaires de LPO dans le sud-est de la France, dans les Alpes, pour avoir un jeu de données sur l'effet de l'éclairage public. Ces recherches scientifiques sont importantes dans le cadre de la conservation. En plus de cela, on a plusieurs fois contribué à en partageant nos données pour permettre une identification des espèces à fort enjeu de préservation, par exemple, en exportant nos données pour contribuer à la construction de la liste rouge des papillons de nuit en Europe, qui devrait être publiée plus tard cette année, 2025. Nos données ont aussi été sollicitées pour la liste rouge des papillons de nuit en Normandie et en Île-de-France. Donc ça, c'est pour l'aspect conservation. Bien sûr, nos données n'existeraient pas si ce n'était pour la contribution des citoyens partout en France qui partagent leurs observations, leurs photos, leurs relevés de terrain. Donc c'est un grand portail de sciences participatif. Avec les contributions de chacun, on contribue à la connaissance des papillons de nuit, et ceci filtre et rentre dans des éléments réels. Le dernier point dont je voulais parler brièvement est la communauté de validateurs. Donc, les échanges entre les experts permettent aux validateurs de se former et d'augmenter en compétences eux aussi. On espère créer et souder davantage l'équipe
au cœur d'une montée des compétences collectives, c'est-à-dire pour permettre à chacun de monter en compétences. Donc la validation permet de qualifier les données, de savoir qu'ils sont fiables et qu'on peut se baser dessus pour augmenter nos propres compétences, et ceci pour les lépidoptéristes débutants jusqu'à experts comme les validateurs. Je vais maintenant passer la parole à David Demerges, donc président d'Orena, qui va vous parler de la suite, qu'est-ce que la validation des données et un peu plus d'informations. Alors, avant de passer la parole à David, j'aimerais vous parler de pourquoi la validation est si cruciale. D'abord, c'est pour des questions de fiabilité scientifique. Donc, nos données sont exportées et utilisées dans des vrais projets de recherche. Donc, des fois, on a des demandes d'export de certains groupes, de taxons ou de conditions. Par exemple, récemment, on a eu Flora Lambert-Auger qui est doctorante au laboratoire d'écologie alpine à l'université de Grenoble, qui nous a demandé des données pour modéliser l'habitat de Parnassus Apollo à l'échelle de la France. Un autre exemple récent est un alternant en licence en licence Eden à Montpellier, qui est hébergé pour son alternance à la LPO dans les Alpes et qui a demandé d'utiliser des données pour étudier les effets de l'éclairage public sur les papillons de nuit en France. Donc ces données peuvent influencer des décisions de conservation et même de politique publique. On a aussi nos données qui ont été sollicitées pour la création de la liste rouge européenne des papillons de nuit, qui est à venir. La publication devrait arriver plus tard cette année. Mais aussi pour la liste rouge régionale en Île-de-France et la liste rouge en Normandie, donc pour les papillons de nuit, dans ces cas-là aussi. Sans cette qualité de données, cela ne sera pas possible. On a besoin de savoir que ces données sont de qualité avant de se baser pour faire des vrais plans de conservation. Au-delà de l'aspect scientifique, on a aussi l'aspect humain. Donc la validation, c'est un outil de montée en compétences pour les observateurs. Donc les observateurs qui participent à toutes ces questions de science et de conservation, mais eux-mêmes peuvent aussi se former grâce à ces données. Sans données de qualité, nous ne pouvons pas nous former davantage. Dernièrement, on a la communauté de validateurs. Notre portail permet à des échanges entre experts et permet, nous espérons, de permettre à ces experts d'augmenter en compétences et d'échanger entre eux. Je vais maintenant passer la parole à David Demerges, qui est président d'Orena et qui va vous parler plus en détail dans quoi consiste la validation. Ouais, je te propose de continuer sur ton diapo plutôt que de passer, hein, de changer, c'est peut-être plus simple. Ok. Ouais. Avant que Philippe intervienne, je vais juste vous parler de ce que c'est que la validation et de comment est structurée globalement la validation, comment ça fonctionne sur Artemisier. Alors, qu'est-ce que c'est que la validation de données? Valider des données, c'est d'abord vérifier si oui ou non une combinaison de valeurs fait partie d'un ensemble de combinaisons acceptables. En fait, c'est une notion de probabilité. Est-ce que l'espèce qui est attendue, est-ce que l'espèce qui a été observée est attendue à une période de l'année? C'est ce qu'on va appeler de la plausibilité temporelle. Et est-ce que l'observation, elle correspond à l'aire de répartition actuellement connue? D'accord? Ça, c'est de la cohérence géographique. Et donc, on va évaluer la probabilité qu'un taxon observé à un endroit donné en un moment donné soit fortement probable ou pas, quoi. Voilà. Et après, on va étudier un certain nombre d'éléments. C'est la qualité des preuves. Ça veut dire que peut y avoir des preuves qui sont données, hein. Ça peut être de la photo, par exemple. Ça peut être des preuves sur la manière d'avoir déterminé un taxon.
Et puis ça peut être des métadonnées associées, la complétude en fait de la donnée. On va regarder un petit peu est-ce que la donnée finalement elle est qualitative ou pas. Et puis après, même si on essaye de s'en affranchir un petit peu sur Artémisier pour pas en faire notre élément cœur, hein, ce qui est souvent le cas dans les concepts de validation sur certains outils, c'est l'historique observateur. C'est qu'à un moment ou un autre, on va quand même avoir une idée de la fiabilité antérieure de l'observateur qui peut monter en compétence au fur et à mesure qu'il saisit des données. D'accord, il apprend, mais et on va étudier en fait cette expertise aussi pour rajouter cette notion de combinaison acceptable dans la validation de la donnée. Donc, ce qui va être intéressant derrière, c'est que dans Artémisier, hein, plus le niveau de complétude d'Artémisier, donc plus le modèle de données validé est complet, et meilleur sera l'acte de validation derrière. On va s'appuyer sur l'existant pour ces histoires de combinaison acceptable. Tu continues, s'il te plaît. Alors, il faut bien séparer la notion, c'est probablement clair pour la majorité d'entre vous, mais il faut bien séparer la notion d'identification et de validation. Heu, quand, le déterminateur va essayer de déterminer une espèce ou un groupe taxonomique exact, le validateur, lui, il va surtout vérifier la fiabilité et la cohérence de l'observation. Quand un observateur, il va réaliser une observation et un acte sur le terrain, le validateur, il va forcément le faire a posteriori. Ce que va faire l'observateur, c'est qu'il va faire une observation directe, il va étudier un certain nombre d'éléments diagnostiques sur le terrain, il va utiliser des guides, des clés de détermination, éventuellement des outils techniques aussi pour l'aider. Et de l'autre côté, dans l'acte de validation, on va utiliser des contrôles automatiques, manuels, et on va faire cette analyse dont on parlait tout à l'heure, dont je parlais avant, là, de plausibilité temporelle et géographique. Et on va évaluer la qualité des preuves fournies. À la fin, l'observateur, il va aboutir à un nom d'espèce qu'il va proposer. D'accord? Et ce que va faire le validateur, lui, c'est qu'il va déterminer un statut final. Est-ce que c'est probable, certain, ou est-ce qu'on invalide, ou est-ce que finalement la validation n'est pas réalisable? Voilà. Et il faut bien séparer les deux. Sauf qu'il y a un moment où il peut y avoir une convergence, c'est la diapo d'après, s'il te plaît. C'est que le validateur peut avoir une double mission à un moment. Il peut jouer aussi le rôle de déterminateur, même si c'est pas en fait le cœur de sa mission au départ. C'est que, à un moment, l'observateur, il va poser des photos. Il va amener un certain nombre de preuves. Ça peut être des photos d'une bestiole in natura, ça peut être des photos d'une préparation, de pièces génitales. Et à partir de ce moment-là, dès lors qu'on examine les preuves, on va se retrouver en fait à analyser des indices visuels, à essayer de trouver des points diagnostiques, déterminants, à essayer d'utiliser peut-être des clés de détermination, parce que c'est pas parce qu'on est validateur qu'on est expert dans tous les groupes. Et du coup, le validateur devient aussi déterminateur. Il porte d'un moment une double casquette. Ce qui fait que c'est souvent plus rapide et plus simple, presque, du moins plus rapide de valider une donnée sans preuve qu'une donnée avec preuve. Pour autant, en termes d'exigence, on va tendre à la preuve, hein. C'est-à-dire qu'on va demander à l'observateur de nous fournir un certain nombre de preuves pour un certain nombre de taxons. Et donc là, on va se retrouver dans une situation où on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? D'accord? Et ensuite, on va aller sur le rôle de validateur, à vérifier la cohérence, à essayer d'attribuer un statut final. Et il faut bien séparer ces deux notions, mais on fait souvent yo-yo. Alors, comment ça marche sur Artemisia? En fait, il y a trois types de validation. Chaque taxon, je vais vous montrer juste après, il est soumis, et en fait, on lui attribue sur Artemisia un type de validation. Et il y a trois types différents. Soit le taxon, il est non soumis, on l'a mis de manière hiérarchique, mais ça peut être de manière horizontale. En fait, soit le taxon, il est non soumis à validation. C'est ce qu'on va appeler les taxons communs, qu'on appelle des fois aussi des singletons, des taxons dont la détermination n'est pas très compliquée et qui sont validés automatiquement dès la saisie. D'accord? Alors c'est soit c'est pas très compliqué ou le biais, la marge d'erreur est acceptable pour un certain nombre de taxons, par exemple, qui ont une répartition importante et avec un nombre d'observations aussi important. Ensuite, il y a un niveau intermédiaire qui est le niveau automatique, qui là, en fait, c'est une validation basée sur un algorithme et on va utiliser les données d'Artémisier et l'expérience de l'observateur pour, au départ, en fait, mettre une observation d'un taxon
en validation auprès des validateurs. Et puis au bout d'un moment, en fait, quand l'espèce elle a été observée plusieurs fois dans la maille, sur des classes d'altitude et par un même observateur, la donnée en fait ne va plus passer par le filtre des validateurs. Et puis ensuite, il y a le dernier niveau, hein, où là, toutes les données de ce taxon-là passent par une validation manuelle. C'est souvent en fait des taxons qui nécessitent une exigence particulière, un besoin systématique de voir des pièces génitales, un problème d'espèce cryptique. Bref, vous connaissez un petit peu ça. La suite. Donc on a deux tableaux, là c'est pour vous montrer comment ça marche dans l'interface d'administration. En fait, on a un premier tableau où on va configurer les types de validation. Donc là, vous avez les taxons dans l'observatoire des macro-hétérocères, et puis vous voyez là pour les taxons, vous avez le type, soit il est en non soumis à validation, ce qu'on va appeler NV, soit en automatique, il y a l'algorithme qui va travailler, qui va permettre au bout d'un moment de plus faire passer les observations d'un taxon pour une personne donnée dans une amplitude phéno, dans une amplitude altitudinale et géographique donnée. Et puis, vous avez les validations manuelles, comme là, par exemple, Asclepiadis ou Appensata. Le suivant, s'il te plaît. Et donc, on rajoute à ça, pardon, une configuration supplémentaire sur les taxons, c'est les critères. Quelles sont les exigences qui sont requises dès lors qu'une espèce est soumise, par exemple, à validation manuelle? Qu'est-ce qu'on va demander prioritairement d'obtenir comme preuve? Et c'est la petite alerte rouge que vous avez quand vous saisissez les données. Par exemple, si vous saisissez une donnée d'Alicia alpina, c'est d'Atsita alpina, pardon. C'est donc une espèce qui est à validation manuelle. Et là, on va demander à ce qu'il y ait une vue sous bino, hein, donc on puisse voir les génitalia et qu'il puisse y avoir une photo qui accompagne la donnée. Suite. Ça, vous connaissez aussi par cœur je pense, les codes couleurs, vous l'avez déjà vu. Mais donc, il y a 6 niveaux de validité. Quand une donnée, un taxon qui est en validation manuelle, quand il arrive, en fait, on va lui attribuer un statut, un code 6, hein, c'est non évalué. S'il est non évalué, il passe en fait dans le tableau des validateurs et les validateurs procèdent à un acte de validation comme on a vu tout à l'heure. Et ensuite, ils vont affecter plusieurs niveaux de validité selon l'information qu'il y a et la probabilité justement associée, probabilité et cohérence associée à l'observation. Donc ça va de non réalisable. D'accord? On ne peut pas juger de la fiabilité, on manque de connaissances sur l'espèce, les informations fournies sont insuffisantes. Ça peut être aussi invalide, on considère que la donnée elle est incorrecte ou impossible. Ça peut être douteux, on considère que la donnée est surprenante et on n'a pas assez d'éléments pour confirmer l'erreur. On peut basculer vers un niveau supérieur qui est le niveau de probable, hein, le fameux vert clair. La donnée est fiable et crédible. On n'a pas beaucoup de raisons de penser que c'est de douter, mais il y a quand même un manque de preuves pour une certitude totale. Et ensuite, le dernier niveau, qui est le niveau très probable, le certain, on va probablement l'enlever, parce qu'on ne peut jamais être certain. Et puis demain, vous avez une nouvelle publication qui paraît, et puis le certain, il n'existe plus. Donc le certain, on va probablement l'enlever, mais la donnée est exacte, c'est-à-dire qu'on a les preuves, et puis on a l'ensemble du faisceau de probabilité qui est bon. Et dans ce cas-là, on lui attribue le très probable. Mais vous voyez que même dans ce sont des définitions assez sommaires, même dans ces définitions, il y a des limites qui sont assez poreuses, et notamment une limite poreuse, c'est celle entre le probable et le douteux. C'est assez facile pour certains de se dire que c'est douteux, quand pour d'autres, c'est probable. Ce qui fait que on a quand même besoin finalement à un moment et de donner des limites précises et d'avoir une culture de validation commune. Mais c'est un peu l'objet aussi de ce type de webinaire, c'est de discuter ensemble à un moment, c'est-à-dire que là, on est dans une phase où on vous expose un petit peu qu'est-ce que c'est que la validation. On essaye de recruter parce qu'il faut, faut soulager un petit peu certains validateurs, mais au fur et à mesure, on va vous proposer une série de webinaires, je pense que Peter Nell en parlera, qui va permettre en effet d'avoir une acculturation autour de la validation sur Artemisier. Je suis désolé, je suis un peu malade. Et tout ça pour vous dire que cette culture commune, elle doit passer par aussi des principes de base, hein, une philosophie de validation sur Artemisier, donc la rigueur scientifique. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes, on l'a, hein, ce qui peut coincer des fois d'ailleurs avec certains observateurs hein, qui râlent parce qu'on est trop rigoriste. Voilà. Mais surtout, ce qu'il faut, ce qui est important, c'est la bienveillance, c'est-à-dire qu'on a
toujours une approche constructive envers les observateurs. Et je crois qu'un des bons indicateurs, c'est ce que tu as présenté, Piternel, c'est le nombre de messages qu'il y a entre observateurs et validateurs. On pourrait très bien invalider une donnée ou la mettre en non réalisable sans avoir un échange préalable. Mais on préfère avoir cet échange préalable pour faire monter en compétence aussi les observateurs, parce qu'un observateur qui devient de plus en plus compétent, il soulage aussi le validateur derrière. Voilà. Et puis, c'est le partage entre validateurs, le fait d'avoir mis en place des discussions entre validateurs avant d'avoir des échanges avec l'observateur. Ça permet aussi de nous faire monter en compétences mutuelles. On se partage des informations, des critères diagnostiques et on se rassure aussi, hein, sur la manière d'aborder la validation ou d'affecter des catégories de validation. Donc ça, c'est très important. Ouais. Voilà, voilà pour moi. Et on va laisser Philippe aller dans le dur. Dur que Oui, tout le donc je vais monde arrêter de connaît. partager mon écran et comme ça tu pourras partager le tien, Philippe. Oui, si tu me dis comment. Alors, sinon je repartage le mien et comme ça je te montre. Comment Alors, partage-t-on? là-dessus, il faut que tu cliques, ici c'est marqué arrêter le partage pour moi, mais toi tu pourras cliquer dessus et tu vas avoir l'option de partager l'écran. Et ce que ça donne. Voilà. Vous avez quelque chose? Oui, Vous avez une belle fiche de validation? Non, pas encore, non, on a pas un encore. fond d'écran avec des arbres, un joli paysage. Intéressant. Donc c'est pas complètement ça. Ça serait bien. Alors j'arrête le partage et je repartage. Et j'aimerais bien qu'il. Alors dans l'option, partage, normalement Oui, tu peux j'ai trois choisir soit de fenêtres. montrer l'écran, soit de montrer une fenêtre en particulier. Voilà, on y va. Bon, vous êtes validateur pour Ah c'est la bon. plupart d'entre vous. Vous avez déjà vu cette page d'accueil en tout cas. Vous savez que pour atteindre la validation, vous allez cliquer sur la roue dentée, que vous pouvez accéder à la liste des espèces ou des observations plutôt à valider, soit en cliquant Mmh. sur l'œil par observateur, soit en allant une fois encore dans le menu, en tapant validation et en choisissant l'observatoire que vous voulez observer. Je vais répéter, on va retrouver en tout cas ce qu'a dit David sur pourquoi une espèce est dans cette liste. La première des raisons, c'est que l'observation possède une photo. C'est une décision qui se prend observatoire par observatoire, mais pour les lépidoptères nocturnes, nous avons décidé que toutes les observations avec une photo passeraient par la validation manuelle, donc apparaîtraient dans cette liste. Cette existence de photo est rappelée par le petit appareil, l'icône appareil photo que vous avez à gauche. Une deuxième raison déjà évoquée pour laquelle une espèce peut se retrouver ici, c'est qu'elle est, petit crayon rouge, une espèce sensible, une espèce délicate à identifier et qu'on a décidé de pouvoir au moins se poser ou poser des questions à l'observateur, de ne pas entériner ce genre d'observation sans même y réfléchir. Et une troisième série de raisons, c'est les indications en rouge, qui fait que l'observation en question apporte une nouveauté dans la base, soit parce qu'on déborde des dates connues, soit parce que le lieu de l'observation est nouveau, soit parce que l'observateur lui-même n'avait pas déjà communiqué une observation pour cette espèce, soit évidemment une combinaison de toutes ces possibilités. Caché derrière, il y a aussi l'altitude. Voilà pourquoi on trouvera dans cette liste un certain nombre d'espèces, souvent bien trop importants. Ici, il n'est que de 116, mais si on va voir les macro-hétérocères, que l'on glisse vers le bas de la fenêtre, vous voyez un chiffre terrible, 2091 lignes, avec une première remarque, c'est qu'il existe des données plus anciennes qu'on stocke au bout de 6 mois, quand au bout de 6 mois, personne n'a décidé qu'une donnée était validée ou invalidée.
on la stocke ailleurs, mais on ne les perd pas évidemment et on peut toujours y accéder, ce qui fait qu'aux 2000 que je viens de citer, il va falloir en rajouter 3000, de 1953 pour être précis. Revenons aux validations en cours et à notre page. Il y a, à côté de ces OPS avec des noms d'espèces, des lieux et des noms d'observateurs, tout un tas d'indications qui sont déjà utiles. Je le disais, la présence de la photo, la présence d'un échange entre validateur et l'observateur, sur lequel on peut aller voir en cliquant simplement. Voilà, c'est un bel exemple, puisqu'en plus c'est un exemple d'erreur. Où j'ai validé, moi personnellement, une photo que nous allons voir. Je l'ai validée comme l'observateur le proposait, et il le proposait sous le nom de l'ESA. Malheureusement, alors je l'ai validé, ce n'est pas la bonne identification, mais fort heureusement, tout le monde pouvant faire des erreurs, y compris les validateurs, quelqu'un, en particulier Hazel, a eu le bon réflexe, enfin mauvais parce que je voulais le garder en exemple, de me dire oui, tu as fait une erreur. Effectivement, c'est pas le RSA, c'est SUASA, et nous allons pouvoir dire à l'observateur, en cliquant, par exemple, non, pardon, en cliquant sur l'observation, en vérifiant que nous avons bien tout ce qu'il nous faut, un accès avec le TIC, ici, un accès direct à l'observateur en lui disant mais ben, je vais lui dire la même chose que ce que lui a déjà dit Hazel. Bonjour, c'est plutôt SUASA pour nous. On va valider, ici je ne vais pas le faire, et l'observateur aura donc le message, vous êtes trompé, il faut corriger. On voit en plus sur cette ligne qu'elle est orangée. Monsieur Caron fera bien, à qui Hazel a envoyé ce message, n'a pas encore lu le message. Donc pour l'instant, on va le laisser faire, on va laisser l'homme réagir pour voir s'il va effectivement corriger ou discuter notre identification, ce qui est toujours possible. Une deuxième chose qu'on peut voir, c'est la coloration orange ou jaune du petit point qui permet d'accéder aux détails de l'observation. Ça veut dire qu'il y a une discussion entre validateurs. Cette discussion, elle est accessible. Vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur l'icône orange avec le i, et là, je vais cliquer sur créer une discussion. En fait, je ne la crée pas puisqu'elle n'existe déjà. Et là, c'est un échange entre observateurs, où je peux là aussi, non, là je peux pas, tiens, pourquoi je peux pas poster? Bon. Où Jean-Pierre a posé la question à tous les validateurs, et où Philippe Metiron lui a répondu, oui, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas ce qui était prévu, c'est bien Ultimaria pour nous. Et à ce moment-là, on va repasser le message à l'observateur. Philippe? Oui, Ouais, si tu peux pas, c'est peut-être que Jean-Pierre, il a tagué en fait juste Philippe ou quelques validateurs, non? ben, je vois notification à tous les validateurs. Ah ouais, ah bah non, oui, Bon, c'est bizarre. c'est curieux, j'aurais dû pouvoir. Bon, c'est pas très très grave, hein. Vous connaissez le principe. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette fiche? Rien qu'avant même d'aller voir les exemples ou les photos, bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Non, on a effectivement parfois ces indications d'outils utilisés pour la détermination. Soit la loupe binoculaire symbolisée par un S, soit les genitalia. Effectivement, un certain nombre maintenant se sont mis au genitalia et fournissent cette indication comme étant la source de leur proposition d'identification. Et souvent la photo. Bien sûr, toutes ces colonnes sont cliquables. Ordre inverse, enfin les deux ordres possibles. On peut cliquer sur le nom, ce qui est bien possible, ce qui est bien agréable, si vous venez vous casser la tête sur la Brostola tripartita et que vous avez bien révisé
vos critères entre les 3 espèces, mais vous pouvez regarder à la suite toutes les espèces, toutes les espèces du genre pour valider ou invalider avec les critères encore frais à l'esprit. Critères de saisie par critères de date par saisie ou critères de date par observation. Bon. Et puis critères par observatoire. En général, moi, j'ai ici une fenêtre qui est, je sais pas, en gros, ça donnerait ça. Non, j'ai pas la main. Si, j'ai la main. Voilà, voilà ce que je fais moi quand je valide. J'ai pas l'observateur. Hop là. J'ai pas d'observateur et je ne pose pas la question pour l'instant de savoir s'il est crédible ou pas, mais je vais passer en revue les photos, puisque maintenant on va passer au cœur. Pardon, oui, 5. Oula, ça change tellement vite que je n'ai plus les images que. Bon, exemple de validation en direct et relativement rapide. Je vais quand même vous redonner un petit peu d'images. Vous passez votre souris sur les icônes photographiques et vous voyez apparaître des vignettes. Dans certains cas, pas toujours, hein, vous n'aurez pas de problème pour valider. Bon, c'est un mauvais exemple. Allez, vous pouvez cocher ces espèces qui ne vous posent aucun problème sans même vous poser plus de questions que ça. Et vous pouvez aller assez vite dans la validation. C'est une manipulation qui peut être dangereuse dans la mesure où on peut facilement se tromper et cliquer sur une mauvaise case, mais c'est quand même relativement rapide. Et puis dès que vous avez un doute, dès qu'il y a plusieurs photos qu'il faut regarder, bon, bah, vous passez à autre chose. Une fois que vous avez fait votre première sélection d'espèces qui ne posent vraiment aucun problème, on peut aller loin là-dessus, hein. Vous allez dire que ces photos sont correctes vis-à-vis de l'identification proposée, qu'il n'y a pas d'alerte rouge pour ces. Donc il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Vous cliquez sur certains très probables et youpi, on vient de valider une petite dizaine d'espèces en quelques secondes. Et on pourrait recommencer parce qu'il y en a vraiment beaucoup à faire et que malheureusement, il y a aussi souvent, très souvent, des photos qui n'ont pas un intérêt monstrueux ou d'espèces qui ne nécessiteraient pas des photos, mais que les gens aiment bien. Donc voilà, sont validés. Autre chose que l'on voit, donc, si on revient maintenant sur les possibilités d'échange, mais on en a déjà parlé, les différentes réactions qu'on peut avoir ou les différentes actions qu'on peut avoir en direction des observateurs. Ici encore, Hazel s'est dit, en regardant cette photo qui n'existe pas, en regardant cette observation, bon, Monsieur Caron, il nous annonce une espèce qui est quand même pas facile à identifier, eh bien, il a décidé de lui demander une photo. C'est pas très compliqué, il suffit d'écrire dans la case de commentaires, bonjour, est-ce que vous avez une photo pour la validation? Vous validez et quand M. Caron aura reçu, lu et répondu, on aura peut-être un peu plus de raisons de valider ou d'invalider cette observation. Il y a des cas plus. Donc la majorité du temps, il n'y a pas. Alors si, on le disait tout à l'heure, il y a des choses qui sont plus délicates à valider, dès lors qu'il y a des espèces délicates ou même simplement comme ici, des génitalia. Bah, vous vous sentez obligé non seulement de vérifier que l'espèce est cohérente, mais que la photo des génitalia permet effectivement d'identifier l'espèce. Ce qui est probablement le cas ici, mais je ne ferai pas, je ne dirais pas vérifier aujourd'hui. Metimna, où sont les Metimna?
j'en avais pas gardé une, parce qu'il y a des fois, tout ne se passe pas si bien que ça. 10. Ouh là, il y a plein de gens cette personne qui a plein de messages qu'il n'a pas lus, c'est embêtant. Ça peut conduire à des invalidations ou à des classements non réalisables si au bout d'un mois, 2 mois, personne n'a réagi. Peut pas se permettre de garder ces apps dans la liste. Donc on les range soit en non validé, soit en non réalisable, soit même en invalide si on est méchant. Ensuite, qu'est-ce que on peut trouver des cas plus délicats ou des cas où personnellement je n'y connais rien et donc je vais me dire bon, c'est bien, je ne sais pas. Donc j'ouvre la chose et j'ouvre une discussion et je demande soit à tous les validateurs, pardon, excusez-moi, soit à ceux que je choisis dans la liste. Ici, je vais faire tous pour des raisons de simplicité, c'est-à-dire des avis. Questions, en espérant que quelqu'un me réponde et qu'on puisse collégialement prendre la décision sur ce TOPS. Et puis, il y a l'impact, alors la demande de photos, la demande de renseignements supplémentaires, l'erreur manifeste. Je ne sais pas pourquoi on est trop. Parce que de temps en temps, il y en avait un très joli cet après-midi. Malheureusement, les validateurs ont été trop rapides. Et elle a disparu. Maintenant, cette espèce que je cherche, voilà. Cette observation-là, donc sur laquelle je suis tombé plus tôt en regardant la vignette, je me dis, oula, oula, oula. Ça, c'est un Metimna, ça? Pas bien sûr. J'ai deux solutions, hein. Soit je sais ce que c'est, je vais le dire directement à l'observateur, toujours de la même façon, le petit tic et le message. Soit je ne suis même pas sûr de ce que c'est, et là encore, je vais ouvrir une discussion avec les validateurs, en n'oubliant pas de choisir soit tous, soit ceux auxquels je veux spécifiquement m'adresser. Et puis, bon, voilà à peu près ce qu'on peut faire sur la fiche de validation, sur la liste de validation. Je reviens. Je retourne en arrière. On peut aller voir, tiens, si on va bien trouver quand même. Oula, il n'y a plus. Ah. On peut là aussi, avec la même. Mais les micros, c'est quand même tout de suite beaucoup plus compliqué. Se dire que bon, notre ciel là, ça marche. Celui-là aussi. Alors on peut se demander là, si on regarde trop rapidement, tiens, c'est le même. Non, c'est pas le même endroit. Ok. Mais on peut avoir des tas de sources d'erreurs possibles. Quand je dis qu'une photo n'est pas bonne, c'est le cas le plus simple. Il y a des cas où il y a des doublons avec une observation sans photo et une observation avec photo, mais au même lieu, à la même date, par la même personne. Ben, il faut le prévenir pour enlever cette observation supplémentaire. On peut avoir une erreur sur le stade, avoir une belle photo d'adulte et avoir indiqué adulte. J'ai dit quoi? Une belle photo d'adulte et avoir indiqué chenille comme stade. Ben, là aussi, il faut essayer de le détecter et de le corriger. Je sais, je l'ai vu. On peut avoir des erreurs simplement de photos qui ont été mal téléchargées, donc qui ne s'afficheront plus. Là aussi, faut contacter l'observateur. Et puis, comme tout le monde fait des erreurs, eh bien, les validateurs aussi. Faut pas se dire qu'on est coincé, il faut se dire qu'on est plusieurs
et que certains d'entre nous, de temps en temps, retomberont sur cette erreur et la corrigeront ou nous la signaleront et que cette erreur n'est pas ad vitam aeternam enregistrée. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à valider. Il ne faut pas hésiter à poser des questions si on a des doutes sur nos capacités à valider. Il ne faut pas hésiter à poser des questions à l'observateur, à lui demander des photos, à lui demander des tailles, parce que souvent ça manque. La taille de l'individu peut être intéressante, voire déterminante, mais souvent on ne l'a pas, il faut lui demander. Et puis, je terminerai par des généralités. On ne valide pas ses propres ops. Et ça va plus loin que ça, j'en connais et ils ont raison. Qui, quand ils ont signalé une erreur ou une identification à quelqu'un, se trouvent, indiqués, comme ici par exemple, on pourrait trouver Hazel West comme validateur, se trouvent validateurs en quelque sorte d'une ops, sur lequel ils n'ont pas fait grand-chose, mais à ce moment-là, ils s'interdisent de valider par eux-mêmes. C'est pas complètement idiot. Il y aura toujours quelqu'un pour repasser derrière, puis si personne ne le fait, il faut envoyer aussi on va s'envoyer un message entre nous pour dire: «Est-ce que quelqu'un peut valider ces ops qui traînent, que j'ai, voilà, en voilà une par exemple. Je suis certain que, en plus, elle est issue d'une, conversation. Il y a eu échange avec, l'observateur, il y a eu, discussion entre validateurs. On est arrivé à une identification qui était Lachista et Lachistas-P, mais voilà, il se trouve ici que Hazel étant nommée par l'observateur comme déterminateur, elle ne va pas oser valider ce que je vais faire à sa place en cliquant. Alors, contrairement à tout à l'heure où je validais par liste, là je peux, en cliquant sur le crayon, valider individuellement l'observation. Donc je disais, on ne valide pas ces ops, on ne valide pas les ops qu'on a, les individus qu'on a déterminés, sauf cas exceptionnels, si c'est la suite d'une discussion, on peut se le permettre quand même. Tout le monde peut se tromper, je l'ai dit. Pour arriver à être efficace, étant donné la masse d'observations qui arrive, il faut y être tous les jours. Et si tous les jours vous faites 50 validations, c'est déjà énorme. Si personne ne les fait, on se retrouve avec 6000 ops dont personne ne fera rien. Donc, essayez d'y passer un peu de temps peut-être, mais de tous les jours, faut passer un petit bout. Parce que vous l'avez vu, c'est vraiment pas compliqué, en retournant sur les macros, d'aller valider une. Bon, celle-là, je la garderai pour plus tard. 2, parce que c'est pas compliqué. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Ça, j'en sais rien. Ça, je le sais. Vous voyez ce que je fais là? C'est pas. Je sais pas, hop, je sais. Depuis que je vous parle spécifiquement en étant revenu sur cette page, j'ai validé 10 données. Ça peut être rapide. Il restera des cas où vous allez passer peut-être des heures sur une validation avec discussion, avec analyse des génitalia, etc., etc. Mais toutes ces données qui passent et qui sont vraiment simples, déjà, si quelqu'un peut s'en charger, ça ne demande pas beaucoup de temps et ça libère énormément de temps pour le reste. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer longtemps, mais sauf si vous avez, sauf si j'ai oublié des choses. Non, on a les messages, on a les échanges. Si, une chose intéressante pour les validateurs, si vous en servez pas souvent, en cliquant sur validation ici, vous avez d'autres choses que la validation elle-même, vous avez l'historique. Quand vous faites comme moi des bêtises et que vous venez de cliquer sur 40 espèces et que vous êtes trompé de bouton, vous avez validé en, je sais pas, en probable alors que vous vouliez mettre très probable. Vous pouvez les retrouver dans l'historique.
allez les rechercher une par une. Ou alors vous criez « au secours à Denis, est-ce que tu peux annuler mes 40 dernières validations, s'il te plaît ?» Mais retrouver les validations qui viennent d'être effectuées, c'est parfois assez sympathique et utile. Une deuxième chose, Juste pour dire, Denis, tu as le micro autorisé si tu voulais rajouter quelque chose au fur et à mesure. une toute dernière chose, si je reviens là, c'est les listes des discussions. Alors ça va être, je l'espère, c'est prévu, euh, très amélioré. Mais on peut retrouver espèce par espèce si des discussions ont déjà eu lieu sur ces espèces-là. Vous voyez ce que j'ai fait, j'ai été sur validation, j'étais sur liste discu, ça m'a donné les 4 observatoires, j'ai cliqué sur un observatoire, j'ai choisi mon espèce et j'ai accès aux ici 7 discussions qui ont déjà eu lieu sur ce couple maudit. Eh bien, je peux aller voir, discussion par discussion, s'il y a des choses intéressantes. Et parfois, il y a des choses intéressantes. Ici, pas beaucoup. Plus la discussion est longue, peut-être que plus on a de chance. Mais bon, c'est toujours utile d'avoir un espace où on retrouve ce qui s'est dit sur un couple ou d'espèces ou sur une espèce particulière. Et puis là, je crois que je vais effectivement m'arrêter là. Merci, merci beaucoup, Philippe. On peut peut-être, j'ai juste deux, enfin j'en ai peut-être, je vais repartager mon écran ensuite pendant 2 minutes, mais peut-être qu'on peut commencer par les questions vu que tu as déjà l'écran partagé. J'ai déjà vu une question dans le chat. Donc, Philippe, qui prend la décision de communiquer avec l'observateur suite à une remise en question de la détermination, le validateur qui a démarré la discussion, point d'interrogation. Oui, ça paraît le plus évident. Si quelqu'un a eu le premier un doute, moi, c'est à lui de continuer à prendre et alerter l'observateur, ouais. Après, il y a pas d'occasion. Si quelqu'un peut s'en charger parce que un tel est en vacances ou ne l'a pas fait, ça me gêne pas non plus. Mais a priori, oui, c'est l'initiateur de la question et de la discussion qui alerte à l'observateur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions déjà maintenant pour Philippe ou qui veulent ajouter quelque chose? Dans ce cas-là, peut-être levez votre main, comme ça je autorise le microphone. Ok. C'est c'est autorisé pour toi, Philippe. Oui, merci beaucoup, Piternel. Merci beaucoup, Philippe. En fait, est-ce que je pourrais juste avoir quelques renseignements par rapport à ce que tu disais sur les informations en rouge? En fait, j'observe beaucoup, en fait, parfois du rouge sur les communes ou du rouge, en fait, sur les observateurs. Parfois, c'est panaché. Parfois, il y a, enfin, c'est quoi exactement, finalement, le rouge pour ces deux informations-là? Alors, je vais laisser la place à Denis parce que c'est lui qui est à même de répondre. C'est un mélange entre l'altitude, le département et l'observateur. Mais Denis, si tu veux prendre la main. Oui, bonjour à tous. Bon, le rouge, c'est que par exemple, là, Michel Aubier, c'est la première fois qu'il voit, c'est sa première obs d'intricata. Et c'est la première fois qu'elle a été observée sur le départ. La maille Ardennais, qui contient la commune d'Ardennais-sur-Mérise. Et les dates, quand les dates sont en rouge, c'est aussi la première observation de l'espèce pour la décade. Donc, c'est juste un rôle de signaler, enfin, de mettre en avant ces données-là, quoi. Ok, merci, c'est très clair. Merci, Denis. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la plateforme pour participants? Sinon, hop, alors, dans le chat de Samuel, certains mentionnent parfois des numéros de photos dans les échanges entre validateurs. Où se trouvent ces numéros? Pas très compliqué. Vous m'entendez encore? Oui. Alors, les photos.
Elles sont ce que vous voyez tout en bas de ma fenêtre ici. Vous voyez un numéro ou pas? Ah. Je change. Bon, Alors, méfiez-vous, c'est la première partie, mais je peux, si c'est là, mais si je vous le montre, elle se cache. Vous voyez en fait le lien vers la photo. Et la première partie, juste après hétéro, porte un numéro qui va changer si je passe d'une photo à l'autre. Et la première se termine par 42,98. La deuxième par 45,45. Troisième par 45,42. Ça permet, mais c'est assez pénible, d'identifier les photos dont on parle, qui, c'est vrai, ne s'affichent pas forcément dans le même ordre, suivant les tailles d'écran, ce genre de choses. merci Philippe. Oh, il y a David aussi qui précise, tu peux faire un clic droit sur la photo et ouvrir dans un nouvel onglet. Alors, s'il y a d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas à mettre dans le chat ou bien à lever la main. Et comme ça, je sais que je peux autoriser votre microphone. Pour terminer, je vais repartager mon écran rapidement pour vous présenter vite fait le contexte, enfin, le contexte dans lequel on est en train de faire toutes ces choses-là. Puisque ce premier webinaire, il s'inscrit dans un plan de validation qu'on est en train de monter. Donc, c'est ce qu'on espère va être le premier de plusieurs webinaires, puisqu'on voudrait créer un guide de validateur déjà avec tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, tout ce qu'a présenté David et Philippe, pour que des nouveaux validateurs qui souhaitent nous rejoindre plus tard puissent avoir accès à un document synthétique, à ce webinaire et à toutes les procédures nécessaires. On veut créer en plus des espaces de discussion que Philippe vous a présentés, des espaces aussi pour dialoguer de manière générale, partager des photos et mutualiser vos ressources et échanger, si vous voulez, en dehors des observations spécifiques, ce qui permettra aussi potentiellement un mentorat collectif de nouveaux validateurs qui pourraient nous rejoindre dans le futur. Donc l'idée étant toujours d'augmenter l'équipe et de mutualiser nos connaissances et nos expertises. On aimerait aussi rendre des ressources d'identification disponibles avec des clés de détermination et de la bibliographie recommandée pour divers taxons, divers groupes. Et enfin, donc, ce webinaire, c'est le premier, c'est plutôt un webinaire technique sur comment utiliser Artemisae et comment échanger. Mais le but, c'est à terme de faire des webinaires aussi sur des taxons spécifiques, donc des taxons difficiles d'identification. Donc, d'augmenter nos compétences ensemble. Et je voulais terminer sur ça et repasser sur s'il y a des dernières questions qui vous sont venues entre-temps. Je vous laisse la parole ou je vous laisse lever votre main. Si vous en avez. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, j'en ai une sur les 21 participants. Il y a combien de nouveaux validateurs ce soir? Je vois une main. Deux mains. Non, à la louche, hein, est-ce qu'il y en a déjà? Trois. Ah, non. Mais c'est beaucoup, Voilà, c'est beaucoup des validateurs qui sont déjà. Il y a de plus en plus. donc ils Ah, et doivent puis il y a des pas. promesses de validateurs en plus, j'ai l'impression. Ça, c'est bien. Mm. Et d'ailleurs, les nouveaux validateurs là, comme Nicolas ou pour s'en citer ou quelqu'un d'autre même, est-ce que vous avez un petit retour d'expérience ou des éléments que vous aimeriez faire partager à ceux qui hésitent à passer le pas? N'oubliez pas de lever la main pour que je vous autorise un micro. À lever la main virtuellement ou à un mot dans le chat.
En personne, aucun retour d'expérience. Autoriser le micro. Voilà, c'est autorisé ton micro. Il faut que tu Ouais. l'actives, ouais, sur ton navigateur, si tu peux repartager, sinon Piternel, peut-être le Teams. Ah, c'est bon. Là, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, ça oui. Eh ben, oui, non, moi, je trouve ça super intéressant de pouvoir échanger avec tout le monde sur l'identification des bestioles. Pour l'instant, moi, je me limite à ce que je connais bien. Et donc, je fais ce que Philippe présentait là. Je passe les photos, je clique sur ce que je connais et puis je valide souvent par paquet. Après, il y a des groupes d'espèces qui m'intéressent plus que d'autres et où je vais essayer de peaufiner les identifications, quoi. Voilà. Alors, juste aussi, peut-être, je peux poser la question aussi. Actuellement, j'ai peu de temps j'ai même pas de temps pour faire de la validation et je vois que les messages s'accumulent. Est-ce que je suis obligé de passer sur tous les messages pour qu'ils disparaissent ou voilà, comment faire parce que je ne vais pas pouvoir repasser sur certainement plus de centaines de messages qu'il y a actuellement, quoi. Ou de discussions sur des identifications, quoi. Tu cliques sur la poubelle. Je clique sur la poubelle. OK. Alors, tu vas cliquer 100 fois sur la poubelle. C'est pas obligé de te lire. Non, il y a encore plus simple. Tu vas sur tes notifications. Il y a de l'écho. Ouais. Il y a de l'écho. Tu vas sur tes notifications et attends, je vais me mettre dans la conversation. J'en profite pour partager l'écran, comme ça vous verrez comment on fait. Si vous le voyez. Oui. Voilà, par exemple, s'il y en a 980, les notifs. Voilà. Tu Par vas en exemple. bas, il y a un petit bouton qui s'appelle Purge. Ah ouais. OK. Voilà, bon, je l'ai fait, c'est con, je peux pas revenir sur les observations. Mais au moins tu l'as ici. D'accord. David, c'est honteux. Tu aurais dû répondre 980 fois aux questions qu'on a posées. C'est vrai. OK, merci beaucoup. Il y a la question très... Merci beaucoup. Pardon. Ah. Il y a la question très concrète de Léandre dans le chat. Oui, j'ai répondu avec mon adresse mail d'Orena. Mais vous pouvez prendre contact avec moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et sinon, je pense qu'on va terminer ici. Merci beaucoup d'avoir pris du temps ce soir pour nous avoir rejoints. J'espère qu'il y avait des choses utiles et nouveaux, quand même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà validateurs. Et si vous avez des suggestions ou des idées, il ne faut pas hésiter de me les envoyer ou de me les écrire. Là, il y a mon email dans le chat, c'est piternel.verschoen@orena.org.
Et vous pouvez m'écrire avec vos idées et aussi si vous avez des suggestions pour le premier webinaire, par exemple, détermination sur un taxon ou un groupe en particulier que vous pensez serait intéressant à faire. Il ne faut pas hésiter. Et merci beaucoup à David et Philippe aussi de l'avoir présenté. Ouais, merci à tous pour le travail surtout parce que au quotidien, en fait, c'est les validateurs fous là qui bossent, quoi. Non, merci à tous en tout cas. Merci à Zel. Mm. Ok, mais Bonne soirée tout le Bon, monde. bye bye, merci à tous, à bientôt.